Hey, salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo suite de la vidéo précédente où je vous avais présenté un petit peu les qualités des différents arcanes majeurs. Je vous avais promis, enfin je vous avais rien promis d'ailleurs, je fais ce que je veux. Je vous avais proposé une suite avec les défauts des arcanes majeurs et vraisemblablement ça avait l'air de vous intéresser parce que j'ai eu pas mal de commentaires et de messages me disant oui ça peut être sympa donc eh ben, on y va. Alors je vais essayer de faire la vidéo beaucoup plus courte que la précédente parce que la précédente était quand même assez interminable. Donc là je vais y aller très très vite, hein, vraiment de manière très succincte avec quelques mots seulement. Et on attaque par le premier, on ne va pas commencer en plein milieu, hein, ce serait quand même un peu couillon. Donc attaquons tout de suite avec le battleur. Alors le battleur, quel pourrait être son défaut, ou en tout cas un de ses défauts, parce que comme je vous l'ai présenté dans la vidéo sur les qualités, évidemment je ne vous parle que d'un aspect, parce que j'ai eu pas mal de messages sur les vidéos précédentes en disant « Ah bon, mais vous dites ça sur telle carte, mais moi un jour je l'ai tiré, c'était pas ce sens-là. » Oui, bah évidemment, je donne pas une liste exhaustive, je donne un exemple parmi tout le champ lexical possible, et sur la vidéo précédente j'avais parlé d'une qualité, mais une qualité parmi tant d'autres. Là, par exemple, parmi les qualités du battleur, c'est cette capacité à pouvoir créer avec rien du tout, avec 3 fois rien. Mais il a aussi la qualité de faire preuve d'enthousiasme, d'optimisme. Il a aussi la qualité oser aller devant le public. Donc voilà, quand j'en présente une, c'est évidemment une dans le lot. Et donc, nous allons attaquer une des qualités parmi tant d'autres. Et parmi toutes les... Non, pardon, pas une qualité, l'un des défauts. Et là, l'un des défauts du battleur parmi tant d'autres, c'est son côté dispersé. Il fait tellement de choses à la fois, il a tellement d'outils sous la main, il a tellement d'outils ou d'atouts, hein, c'est à peu près la même chose, on n'est pas très loin au niveau lexical. On le voit, hein, sur la table, il a tous ses outils, il a tout son petit bagage. Et c'est vrai que du coup, avec ça, il a besoin d'essayer de vendre un peu du rêve au public. Et puis, bah, ça peut se transformer au final en je fais ça, mais je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Et au final, rien n'est fait ou rien n'est correctement fait. Donc voilà, au lieu d'aller au fond des choses, il ne les prend qu'en superficie parce qu'il n'a pas le temps d'aller en profondeur. Donc ça reste quelqu'un de très superficiel dans le sens premier du terme. La papesse, la papesse, c'est quelqu'un qui dans son côté négatif peut être épouvantablement rancunière. Elle note tout, elle sait tout ce que vous avez fait, à quel moment, quel jour, quelle heure. Elle note tout sur son petit bouquin ici et elle accumule absolument tout avec son petit œuf là d'ailleurs sur le côté. Donc elle garde tout en mémoire, elle n'oublie absolument rien et quand vient le moment de sortir les dossiers, croyez-moi qu'elle est présente et elle a toujours quelque chose à ramener sur le dos en disant « Mais attends là, tu te souviens pas le 23 décembre 1978 à 14h32, tu m'as dit ça ?» Et donc c'est le genre de personne qui ne démord pas ou alors qui démord très difficilement et quand il s'agit de faire passer la pilule, c'est vraiment très compliqué avec elle. L'impératrice, c'est un personnage qui est intéressant pour son côté maternel, pour son côté attentif à l'autre, mais c'est dans son aspect défaut, l'un des défauts de l'impératrice, c'est qu'elle s'encombre de tout. Elle n'est pas fichue de lâcher prise sur quoi que ce soit, donc elle va accumuler énormément de choses dans sa tête et dans sa vie, et elle n'aura de place pour finalement entre guillemets, rien de nouveau, mais en réalité, elle va vouloir du nouveau, mais elle veut du nouveau en plus de l'ancien. Pour elle, elle ne laisse pas la place à quelque chose de nouveau, elle ne débarrasse pas, elle ne fait pas table rase, elle accumule énormément, elle veut garder ses vieux meubles, elle veut garder ses souvenirs, et en cela, elle va avoir un côté un peu, le côté positif, ça peut être l'antiquaire, mais le côté négatif, ça va être la nostalgie. Ça va être la nostalgie et elle va avoir cette idée de toujours avoir la crainte de perdre quelque chose, et on a vraiment une anxiété à perdre quelque chose, et ça peut se transformer très facilement en logomanie avec les gens qui accumulent. Vous rentrez dans leur garage, vous n'êtes pas fichu de mettre un pied devant l'autre parce que voilà, on a tout un tas d'outils. On voit, elle a son sceptre, elle a son bouclier avec le petit aiglon sous la main, elle a la couronne sur la tête, elle a le trône derrière, le bénitier, le petit serpent, les plantes. Donc elle a une espèce d'accumulation monstrueuse avec la main sur le ventre comme pour dire je garde vers moi, je garde à l'intérieur, et ça devient absolument épouvantable et invivable pour ceux qui essayent de rentrer dans son univers. L'empereur,
L'empereur, ah bon, lui c'est mon chouchou, hein, c'est mon Georges Clooney, je suis amoureux de lui. Toutes les personnes qui ont suivi mes cours savent très bien à quel point j'ai un craquage, un vrai crush pour l'empereur. Donc j'ai toujours un frein à mettre du négatif, mais du négatif il en a évidemment. Et parmi toutes les choses négatives, alors il y a beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur l'apparence et qui essaye de rassurer alors que la maison est en feu. C'est quelqu'un qui voilà, se dit non mais tranquille, t'inquiète pas, tout va bien, alors qu'intérieurement il se dit bon, on sait que un drame peut arriver très vite. Donc en fait, peut-être son plus gros défaut, c'est qu'il ne va pas prendre les choses au sérieux à un moment où ça n'est pas encore grave, et il va attendre que les choses empirent pour dire ah non stop, là on prend les choses en main, on arrête, on ne déconne pas. Et on voit qu'il a cette espèce de poigne de fer, là il tient vraiment très fortement son sceptre et sa ceinture, ce qui dans un bon sens, dans une qualité, demande, en tout cas montre une certaine maîtrise et un certain calme, une certaine tempérance. Ce n'est pas pour rien que c'est un 4 et que tempérance est une 14, les deux partagent ce côté un peu calme. Mais du coup, ce calme peut être un vrai poison parce que du coup, il va laisser des choses s'insinuer de manière pernicieuse et le moment où il faut prendre des décisions, c'est parfois trop tard. Donc, il a tendance à laisser sa chance à tout le monde et à dire « Ok, vas-y, et puis on verra. Oui, d'accord, il le fait pas bien, mais peu importe, pour l'instant, il se débrouille et il apprend. » Et en fait, au bout d'un moment, quand ça commence à se barrer en cacahuète, eh ben, c'est trop tard et là, il faut prendre des décisions beaucoup plus radicales et beaucoup plus strictes et dures. Et ça, ben, c'est pas qu'il aime pas faire, mais quand il le fait, il est assez sévère. Le pape, un joli personnage. Pour moi qui suis d'un chiffre de naissance 5, je me retrouve beaucoup dans le pape, dans son bon sens comme dans son mauvais sens, puisque dans son bon sens, c'est quelqu'un qui transmet, c'est quelqu'un qui raconte, c'est quelqu'un qui joue par exemple des histoires et des contes pour essayer d'ouvrir un nouvel horizon. Donc c'est quelqu'un qui est très intéressant et qui peut parler de spiritualité, mais également dans le concret, dans la matière. Et parmi toutes les négativités en tout cas dans le défaut du pape, c'est une espèce d'optimisme permanent. C'est-à-dire dans son optimisme, c'est oui, mais tu sais, il y a toujours quelque chose pour corriger. Oui, c'est vrai que tu vas mal, mais on a des outils, regarde, on peut utiliser ça et ça et ça pour aller mieux. Et en fait, dans son envie de parler d'un paradis au-delà de la mort, il refuse, ou en tout cas, il a du mal à dire aux gens « Ben oui, t'as peur de la mort. » Eh ben oui, ça fout la trouille. Et en fait, c'est dur pour lui d'un moment donné accepter la fatalité de ben ça va pas. En fait, à un moment donné, ça va pas. T'as pas le moral? Ben ouais. En fait, il y a plein d'outils pour aller mieux, mais ce serait peut-être bien que tu prennes le temps là juste de pleurer et de dire effectivement que ça va pas, d'accepter ce qui est avant de toujours vouloir trouver une autre issue, une autre voie. Parce que le pape, c'est celui qui emmène vers des choses nouvelles. On le voit, hein, il a son sceptre qui est là et qui va se connecter un petit peu à des choses célestes. Il a son regard tourné un peu vers le ciel comme le mât. Et il a avec ses doigts comme ça, il est en train de pointer, de montrer la direction. Il dit, il y a toujours une issue de secours. Je suis cerné à gauche, je suis cerné à droite, mais il y a possibilité d'aller ailleurs. Et ça fait partie de son défaut. Il est en permanence en train de chercher une issue de secours et il se refuse à voir le cul-de-sac dans lequel il se trouve. L'amoureux. Ah, l'amoureux, c'est une carte très positive pour les personnes qui aiment bien vivre le côté esthète, hédoniste. Voilà, on aime bien vivre les belles choses et les bonnes choses au quotidien. On refuse de vivre les mauvaises choses, on s'écarte des déplaisirs. Ça, c'est complètement la carte de l'amoureux. Par contre, dans son défaut, l'amoureux est un personnage qui va être insatiable. C'est quelqu'un qui va vouloir... En fait, ça peut être une carte d'addiction. C'est une carte qui peut facilement tomber dans l'addiction parce qu'il en a un peu, il en a beaucoup, il en a énormément, il en veut toujours plus. Il veut se sentir en vie, il veut vibrer, il veut sentir de la passion, il veut... Et en cela, c'est une carte qui, par exemple, pourrait se rapprocher de l'aspect négatif du diable. Vous savez, j'en ai déjà parlé, toutes les cartes peuvent se retrouver au minimum à 2, voire plus. Et bien ça, c'est un des aspects négatifs de l'amoureux, c'est ce côté addictif. Très facilement, il devient addict à plein de choses. Et à ce moment-là, pour arriver à s'en débarrasser, en réalité... vous savez, je le prends avec beaucoup de légèreté, mais quand je dis ça, donc ne prenez pas mal si vous avez été concerné par ça, mais quand on a eu un cancer, on ne se soigne jamais d'un cancer, on est en permanence en rémission. Et bien pour les addictions, c'est exactement la même chose. On ne soigne, on ne traite, on ne guérit jamais d'une addiction. On ne fait que remplacer une addiction
par une autre, de manière plus subtile parfois, on le voit moins, mais vous prenez par exemple les gens qui sont des boulimiques et qui soudainement arrêtent parce qu'ils se mettent dans le sport, pour les personnes qui arrêtent de fumer et qui d'un coup se retrouvent à s'orienter vers les chewing-gums ou la bouffe ou autre chose. Bon ben là c'est pareil avec le côté amoureux. L'amoureux, il ne va accepter de lâcher quelque chose qu'au profit de quelque chose d'autre. Et comme il a cette facilité à tomber dans l'addiction, j'en ai à gauche, j'en ai à droite, pourquoi est-ce que je devrais choisir? Mon choix c'est de faire les deux. Et ben quand il s'agit de dire, ben en fait non, à un moment donné, tu vas devoir arrêter de prendre tout. Et ben lui, il va dire oui, mais je vais prendre quoi à la place? Et ne rien prendre, pour lui, c'est absolument insoutenable. Le chariot, tout de dorure vêtu, tout beau, tout mignon, avec ses deux jolis chevaux qui voilà, Parthaü et Adia. L'un des défauts du chariot, et c'est en cela qu'on le retrouve également en association avec l'amoureux, c'est que quand il patauge, quand il patine, quand il pédale un peu dans le vide, il va toujours faire « non, en fait tout va bien, il n'y a pas de souci, je m'en sors ». En réalité, il est en train de couler, il a la tête sous l'eau, il n'en peut plus. Et en fait, il fait toujours bonne figure, exactement comme avec ce chariot qui a des roues qui partent de chaque côté, avec un cheval qui part d'un côté, l'autre de l'autre, le corps du chariot qui est enfoncé dans la terre, lui qui n'a pas de tête, enfin tout part à volo, et pourtant il est là en se disant « ouais, non mais ça va, tant que je suis beau, tout va bien ». Donc c'est un petit peu non, mais c'est pas si grave que ça en a l'air. En fait, c'est une catastrophe, rien ne va. Donc on peut le retrouver dans l'énergie de l'empereur, sauf que l'empereur c'est un peu le stade avant, c'est-à-dire que lui il laisse les choses s'installer par confiance, parce qu'il sait qu'il va pouvoir réagir après, même si ça lui demande beaucoup d'efforts. Le chariot, lui, il sait pas du tout s'il va réagir. Lui, il se dit juste, bon, voilà, on y va, et oui, en fait, tout est en train de se barrer en couille. Non, mais en fait, tout va bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un double discours, il y a un double jeu. Il y a le discours de lui-même, à lui-même en se disant, tout est en train de foutre le camp, je sais pas ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, il y a le discours public de non, je n'ai aucun souci, aucun problème, non, tout va bien. Oui, je suis à découvert, oui, effectivement, j'ai une grave maladie. Oui, c'est vrai, ma femme m'a quitté, tout va bien. Donc, en fait, il y a ce côté complètement démesuré de mettre de l'apparence. Et cette apparence, lui, ça va le ronger, ça va le bouffer. Et en cela, le chariot peut finir par n'aller nulle part plutôt que d'aller à un endroit où il avait envie d'aller, ou simplement de progresser un petit peu. À la fin, il peut être complètement enfargé dans ce qu'il est, et puis continuer à dire que non, le Titanic va s'en sortir, le Titanic ne coulera pas. La justice. La carte de la justice qui est intéressante, que moi j'aime beaucoup pour son côté extrêmement ambivalent, parce qu'elle peut mener du très positif comme du très négatif. La carte de la justice, elle a beaucoup de capacités, beaucoup de qualités, elle a ce côté extrêmement méticuleux, extrêmement droit, elle a un mental vraiment acéré, elle ne laisse rien passer, elle est capable de tout voir, elle a un œil très, très perçant, mais dans ses défauts, son plus gros défaut à la justice, c'est qu'elle n'a aucun cœur. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas de cœur, aucune émotion, et en cela, elle est coupée de son empathie. Et qu'est-ce que ça va faire d'elle? Ça va faire d'elle la pire pédagogue du monde, et en cela également la pire parent du monde, parce qu'elle ne sera pas fichue de se mettre à la place émotionnellement des autres individus qui l'entourent, que ce soit les enfants, que ce soit le mari, que ce soit des collègues ou autres, elle n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, là, sur ce jeu-là, elle a les yeux fermés, donc en plus de ça, elle ne va pas se projeter, elle n'arrivera pas à se mettre en relation. Et quand elle a les yeux découverts, elle ne fait que de regarder de face, c'est-à-dire se regarder elle-même dans un miroir. Elle ne va pas regarder à droite ou à gauche, elle ne va pas observer les autres. Elle va s'observer elle-même. Quand on ferme les yeux, on n'a plus qu'à regarder l'intérieur de ses paupières, et à ce moment-là, on ne voit que nous. Et là, en fait, la carte de la justice, c'est ça. Elle a coupé le contact avec l'humain qui existe en l'autre et ne va plus résider que des actes, des faits, du concret qu'elle est capable d'analyser, de peser, de mesurer, de juger. Et ça, en cela, par exemple, la carte de la justice, c'est quelqu'un qui ne s'embarque jamais dans l'humanitaire. L'humanitaire lui passe à des kilomètres au-dessus. Ça ne lui parle absolument pas. Donc, n'essayez surtout pas de parler en termes d'émotion avec la justice. Vous allez vous prendre un sacré gadin. L'ermite. L'ermite, le bon vieil ermite qui se balade dans la nature et qui farfouille à la découverte de l'autre. Que peut être l'ermite dans son défaut? Eh bien, dans son défaut, c'est quelqu'un qui va critiquer avant d'avoir essayé. Il va regarder de loin et il va dire de toute façon c'est tous des cons. Avant même de se demander mais pourquoi est-ce que les gens agissent comme ça? C'est-à-dire qu'il va avoir cette espèce de recul qui en réalité en négatif
passe du recul au rejet. Et dans cette forme de rejet, il va avoir beaucoup de mal à aller vers l'autre dans la compréhension de l'autre. Alors ça n'est pas comme la justice. La justice, elle, c'était dans ses émotions. Elle est fermée aux émotions. Lui, il en a des émotions, mais il en a tellement, il a tellement accumulé, il a tellement vécu, il en a tellement pris plein la gueule, il est couvert de bleu, il est bossu, il n'en peut plus. Eh bien, il est couvert de bleu en plus, j'avais pas fait attention, mais il est couvert de bleu, voilà. Et du coup, c'est un personnage qui en a pris tellement plein la tronche de la part des autres qu'il a tendance à se dire que de toute façon, puisqu'il a été agressé un jour par quelqu'un, c'est que tout le monde est pareil et tout le monde est un ramassis de cons. Et c'est pour ça qu'il se met en ermite et qu'il se met à l'écart. Il met en lumière, mais dans cette mise en lumière, il ne se mélange pas. Il met la lumière simplement sur ce qui est à l'extérieur, mais il ne va pas aller se mélanger. Il reste dans son coin. Et s'il y va, c'est seulement à tâtons, petit à petit. Et souvent, vous savez, c'est un petit peu ces petits vieux qui avancent en maugré, en bande de petits cons. Voilà, c'est, comment il s'appelle? Abraham Simpson. Si vous regardez Simpson, espèce de petit con. Voilà, ben c'est lui en fait. C'est-à-dire c'est un personnage qui n'est absolument nourri que par une crainte que tous les malheurs qu'il a vécu et tous les bleus qu'il a pris dans la gueule lui retombent dessus au cas où il ne venait qu'à se remêler des autres. Donc c'est pour ça qu'il a du mal à se mêler aux gens, c'est pour ça qu'il a ce côté ermite, c'est parce qu'il n'a pas envie de redouiller à nouveau. La roue de fortune, une carte qui est très mal comprise en règle générale par beaucoup d'amateurs et de débutants et en réalité même par beaucoup de professionnels qui ont tendance à passer à côté de cette carte-là en disant simplement oui c'est un nouveau cycle, c'est un changement. Oui, enfin il y a autre chose quand même derrière, il y a un petit peu autre chose. Et la roue de fortune, l'un des défauts de la roue de fortune, ça va être, alors il y a beaucoup de choses dans les défauts encore une fois, c'est dur pour moi de donner juste un seul défaut parce qu'il y a le défaut d'être dans une forme d'impuissance, de ne pas contrôler la situation. Il y a un défaut qui est une forme de pessimisme, d'avoir la sensation qu'il n'y a pas d'issue, qu'on ne va jamais s'en sortir. Mais ça, c'est le côté encore le plus connu. Mais il y a un autre côté qui est très peu connu de la roue de fortune, c'est son côté fantaisiste et son côté un petit peu illusion. Je pars dans une fantaisie, je suis hystérique, je suis festif, pour moi tout est un amusement, il faut absolument que je savoure le bonheur partout et du coup je pars en fête tous les soirs et du coup je bois et je mange plus que je ne devrais et du coup je me drogue, du coup je pars dans des trucs comme ça qui en fait ne sont que des dérivatifs pour me permettre d'affronter le quotidien parce que affronter la réalité du quotidien et de me dire que en fait le quotidien me ronge, en fait c'est pas possible. Parce que si à un moment donné j'affronte la réalité de ce qui est, je vais sombrer. Et en fait le défaut du coup, l'un des défauts de la roue de fortune, ça va être de partir dans des excès destructeurs en soi, un peu ce qu'on va retrouver dans la 13 mais pour d'autres raisons. Et un peu dans la 15 mais également pour d'autres raisons. Parce que la 13 ça va être partir dans des excès mais on fait les choses quand même, on affronte la réalité, mais avec violence. Alors que la 15, c'est je ne vais pas me nourrir d'excès pour me faire du bien à moi, et juste sur moi, c'est je vais nourrir les autres d'excès, je vais droguer les autres et je vais mentir aux autres pour me permettre d'être entouré de gens qui seront comme moi. Parce que si les autres deviennent comme moi, dans ce cas-là, je ne suis pas différent, on est tous pareils. Et on va y venir parce qu'on va arriver sur la 15, donc on va en parler. Donc ça, c'est pour le côté roue de fortune. Pour la force, la carte numéro 11, la force, elle a beaucoup de qualités qu'on comprend assez peu. Et les défauts, en réalité, découlent de ces qualités-là. C'est-à-dire que l'une des qualités de la force, ça va être de prendre les choses en main. Mais du coup, son défaut, ça va être de ne pas être fichu, de lâcher prise sur les éléments. Je veux que tu fasses comme ça, je veux que tu sois comme ça, je veux que tu agisses comme ça. Et en fait, en cela, elle peut avoir un petit point commun avec l'impératrice. Dans son côté maternel, l'impératrice, dans son côté maternel, ne laisse pas l'enfant prendre son envol. Elle essaye de le maîtriser, de le contrôler pour que l'enfant fasse ce qu'elle a envie qu'il fasse. Et bien, la force, c'est un peu pareil. C'est je veux que tu ailles dans la direction que j'ai envie que tu prennes parce que je l'ai décidé. Et en fait, le gros défaut de la force, c'est que derrière cette espèce d'immense puissance et cette espèce de savoir-faire, parce qu'elle a quand même un savoir-faire malgré tout, pardon, derrière tout ça, en fait, elle a une crainte, elle a une peur énorme qui est que les choses lui échappent. Elle a un défaut, c'est de laisser les choses se faire. Elle, c'est le genre de personne, elle plante une graine, elle arrose la graine et elle reste là à attendre que ça pousse. Et la pousse est à peine sortie qu'elle colle déjà un tuteur. Et la première feuille est sortie qu'elle a déjà le sécateur pour le couper, pour lui redonner une forme. Elle ne supporte pas que les choses deviennent sauvages. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Elle ne supporte pas qu'un animal sauvage reste à faire les choses par lui-même. Donc voilà pour la force.
Le pendu. Ah, le pendu qui attend, qui patiente, qui laisse faire, mais qui au final peut laisser beaucoup trop faire. Et en cela, le pendu va avoir un caractère un peu à se laisser marcher sur les pieds, se laisser victimiser, se laisser martyriser et maltraiter. Et en réalité, ce défaut-là, eh ben, ça sous-tend en fait un plaisir qu'il y a derrière. Parce que s'il ne se laisse pas martyriser, ben, il ne peut pas se plaindre, pauvre petit bouchon. Et s'il ne peut pas se plaindre, ben, il n'est pas content. Et lui, il adore bougonner. Et vous voulez foutre en rogne, mais il ne le montrera pas, mais vous voulez foutre en rogne un pendu, donnez-lui la solution idéale. Montrez-lui toutes les solutions à ses problèmes. Vous allez voir que ça va l'agacer et que tout de suite, il va partir sur un « oui, mais », tu comprends que le « oui, mais », vous rencontrez quelqu'un avec un « oui, mais », vous êtes sûr, c'est un pendu. La 13, ben on en a parlé, hein, la 13 il y a quelques instants. La 13, quel est son gros défaut? Eh ben son gros défaut, bah, elle en a plein évidemment, comme tout le monde. Mais son gros défaut, c'est que elle ne pense pas, elle ne considère pas qu'un problème puisse être réglé dans la douceur. En fait, c'est quelqu'un qui accumule souvent beaucoup, ou qui, même si la personne n'accumule pas, elle va tellement être à fleur de peau parce qu'elle a vécu des choses dans son passé énormément traumatisantes qui l'ont mise à fleur de peau, que dès qu'il se passe un truc, ça devient monstrueux. Alors soit dès qu'il se passe un truc parce qu'elle est traumatisée, soit parce qu'elle a laissé s'accumuler des choses. Et elle n'arrive pas à comprendre qu'il est possible de dire « Attends, assieds-toi un instant, il faut que je te parle de quelque chose. » Tu sais, le comportement que tu as eu hier soir, ben, je sais que tu n'as pas voulu faire mal et que tu t'es comporté comme ça parce que c'était naturel et que tu avais envie de... parce que ça te faisait rire et qu'il n'y a pas de souci. Je voudrais juste te dire que là, à cet endroit-là, au moment où tu as eu ce comportement-là, moi, je me suis senti très blessé. Alors, je sais que c'est notre relation en ami, mais est-ce que tu comprends que moi, ça puisse être blessant pour moi? Ça, elle est incapable de le dire. Elle va dire « Ah ouais ». Ah ouais, il s'est vraiment foutu de ma gueule l'autre hier. Alors, déjà, il n'aura jamais de mes nouvelles et s'il m'appelle, il va voir. Et effectivement, quand la personne appelle, c'est ça décroche, qu'est-ce que tu veux? Très froid, très distant et il n'y a aucune possibilité de négociation. C'est d'ailleurs pour ça, vous vous souvenez, je vous avais expliqué dans une des vidéos que souvent la carte supérieure amène un conseil à la carte inférieure. Eh bien, la carte supérieure, c'est la 14. Lui qui ne sait pas faire de la médiation et de tempérer les choses, on arrive justement sur tempérance. Alors tempérance, quel est le gros défaut de tempérance? C'est terrible parce que les gens s'imaginent toujours que c'est une carte résolument positive comme le monde ou le soleil. Et moi je vois dans les cours quand je donne les défauts des cartes, souvent ça se met à pâlir les gens, se définissent complètement déconfiants en se disant « Mais non, c'est ma carte préférée, elle n'a pas des défauts !» Eh bien si, elle a des défauts. Petit clin d'œil pour mon ami Prudence, dont c'est la carte préférée, ma chérie, c'est pour toi. Carte de tempérance. Alors, j'en ai souvent parlé, hein, parce que c'est une carte pour laquelle j'ai eu grand plaisir à mettre en avant justement les défauts et les travers, puisque c'est une carte qu'on a beaucoup enjolivée. L'un des plus grands défauts de tempérance, c'est que elle est d'une curiosité. Elle est curieuse, mais c'est monstrueux. C'est quelqu'un qui n'est pas fichu de respecter la frontière de l'autre. Elle est curieuse comme un proctologue. Il faut qu'elle aille voir là où c'est pas fait pour elle. Elle va toujours aller mettre son nez dans des endroits qui sont, bon, voilà, disons-le franchement, privés. Et en fait, elle a envie et elle a besoin, mais parce que son gros défaut à la base, parce que tout défaut et toute qualité viennent d'une blessure à la base, et bien sa blessure, c'est que si elle ne cherche pas à savoir, si elle ne se mêle pas de la vie des autres, elle a peur d'avoir le sentiment de ne pas exister. Si elle s'immisce dans la vie des gens, elle se donne un rôle et à ce moment-là, elle se dit « Mais voilà, je sers à quelque chose, j'ai un rôle, j'ai une fonction. » Il n'y a rien de pire pour une tempérance que de lui dire « Mais ma chérie, tu ne sers à rien. Tu ne me sers à rien, tu ne m'as pas rendu service, je n'ai pas besoin de toi. » Dites à quelqu'un qui est tempérance que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle, je peux vous assurer que c'est un véritable crève-cœur pour cette personne-là, parce qu'elle ne peut pas envisager sa vie sans avoir un rôle, une fonction. Et c'est pour ça que ces gens-là, à l'inverse de la justice, qui dans le diagramme se trouve à l'opposé, ça n'est pas pour rien, se trouve justement à l'opposé de la justice, parce que la justice, elle ne fait pas d'humanitaire. Elle, tempérance, peut tellement se réaliser dans le domaine humanitaire, là où elle va aider les gens, là où elle va être prête à se donner corps et âme aux autres, parce qu'elle a besoin de sentir qu'elle a une fonction auprès des autres. La 15, la fonction tendre de tempérance, de l'idée de se sacrifier un peu pour les autres, devient dans l'autre sens cette fois-ci.
Moi j'ai besoin des autres pour me sentir en vie, d'accord, mais c'est pas moi qui vais faire la démarche. Donc avec le diable, c'est un petit peu, toi là-bas, viens par là, j'ai besoin de toi, tu vas me rendre ce service-là. Pourquoi? Parce que je te le demande gentiment en plus, donc vas-y. Donc il y a ce côté avec le diable où il n'y a plus de frontières comme tempérance, sauf que les frontières, c'est tempérance qui les transgresse, alors que là le diable, c'est lui qui prend et qui dit, viens par là toi, tu vas faire ça pour moi. Et c'est pas une demande, c'est un ordre. Et en fait, il y a ce côté maîtrise, et c'est pour ça qu'on va le retrouver par exemple beaucoup chez les gardiens de prison, les forces de l'ordre, les militaires, etc. Parce qu'on a cette idée de c'est moi qui ai dit ce qu'il fallait faire, donc tu vas le faire. Et là, on est complètement en dehors de toute séduction. On peut avoir dans les défauts un côté séducteur avec le diable, et il fait ça très bien évidemment. Et là, ce côté très fort, on peut le retrouver aussi chez la force. Sauf que la subtilité entre les deux, c'est que la force, elle va le faire vraiment de manière brutale et sans parler, sans rien faire. Le diable, lui, il va vous dire, tu vas faire ça. Et quand vous allez lui demander pourquoi, eh bien, il va commencer à rentrer dans quelque chose de... Alors, quand vous lisez par exemple un bouquin comme, j'en parle parce que c'est mon livre préféré et j'ai écrit dessus, Les liaisons dangereuses, où la personne vous demande un service, si elle vous demande un service, vous avez tout intérêt à lui rendre parce que vous savez qu'elle a déjà 5, 10 ou 15 armes derrière elle pour vous faire chanter. Et en fait, le diable, c'est ça, c'est « Ah, t'as pas envie ». Non, bah c'est pas grave, c'est dommage, parce que tu vois, je pensais que, après le sale coup que tu as fait à telle personne, je pensais que tu avais justement tout intérêt à te faire voir correctement d'elle, ce serait dommage qu'elle l'apprenne. Et en fait, voilà, il est capable en tant que serpent de dire « tu vas le faire », avec fermeté, avec dureté. Ah, t'as pas envie de le faire? D'accord, alors voici ce qui va se passer. Alors que la force, c'est, il n'y a pas de ah, t'as pas envie de le faire, c'est si, tu le fais. Donc voilà pour le diable. La maison Dieu, une carte qu'on voit très souvent négativement et très peu positivement, pourtant elle a des côtés également très positifs. Mais quel est l'aspect négatif, le défaut de la maison Dieu? Ça va être quelqu'un qui... Alors souvent les personnes qui sont dans la maison Dieu en fait ne voient pas la cause de la conséquence. On voit, ils sont là plongés vers le sol, donc ils ne voient pas ce qu'il y a au-dessus. Ils ne voient pas ce qui a généré le problème. Et ne voyant pas ce qui a généré le problème, eh bien ils vont accuser des choses ou des gens plutôt que d'accuser les bonnes personnes. C'est-à-dire, ils ne vont pas regarder la raison de ce qui est, ils ne vont pas se dire c'est peut-être à cause de moi, c'est peut-être moi qui ai provoqué ça, ils vont avoir tendance à accuser les autres, ils vont jeter sur les autres l'opprobre et ils vont dire de toute façon tout ça c'est ta faute, de toute façon tous les malheurs qui arrivent c'est à cause de toi. Et à aucun moment ils vont se dire bah ouais effectivement c'était peut-être pas très malin d'aller se mettre dans une tour qui est immense, qui va gratter le ciel alors qu'il n'y a pas de paratonnerre. Et ils vont pas se poser cette question-là. Et là, à ce moment-là, pour arriver à leur faire reconnaître la vérité, c'est très très dur. Parce que ce sont des gens obtus, avec le regard vers le sol, donc c'est très compliqué. La carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Eh bien, la carte de l'étoile, dans son défaut majeur, c'est qu'elle va avoir tendance à se... comment dire? Elle ne va pas pouvoir envisager de s'acclimater à quelque chose qui n'est pas dans ses valeurs. Si c'est quelque chose qu'elle rejette parce que par exemple elle est végétarienne et que d'un coup elle arrive à un repas où il y a de la viande, elle va même pas rester, elle va partir. Aller dans une zone qui n'est pas une zone blanche alors qu'elle est un peu sensible ou qu'elle a peur des ondes, elle ne va pas rester. Si on lui propose un produit mais que c'est pas bio, elle ne va pas en vouloir. Donc en fait dès l'instant où ça n'est pas dans sa valeur, elle ne va pas être capable de s'acclimater et elle va préférer tout rejeter plutôt que de faire un peu de la demi-mesure. C'est absolument épouvantable parce que pour la vie en société, elle n'est pas possible de vivre en société. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est toute seule. La lune, quel peut être le défaut de la lune? Eh bien, parmi tous les défauts, on a cette idée de cacher la vérité, mais en réalité ça va plus loin, c'est de se cacher la vérité. C'est en fait on est là à vivre une relation, par exemple, en l'occurrence j'en parle dans le domaine de la relation parce que c'est à ce moment-là que la carte sort le plus fréquemment, à vivre des relations d'adultère. On va tromper la personne avec qui on est. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'accepter le fait que notre histoire avec elle ne nous comble pas, ou parce qu'on n'arrive pas à réaliser que notre histoire est finie. Donc on va se mettre dans un subterfuge pour nous dire ben voilà, peut-être que ça va me permettre de mieux le vivre. Et en réalité, ça ne nous permet pas. Pareil par exemple pour les relations avec des personnes sociales, dans le domaine social, je cherchais mes mots, dans le domaine social, si vous avez une relation dans le domaine social, ça va virer à la relation de soumis-dominant. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas de dire
mais en fait on s'entend pas. En fait, ça marche pas. Je suis obligé de me mettre dans une relation de conflit, de dominant-dominé, parce que en fait, j'accepte pas le fait que ça fonctionne pas entre nous. Et à ce moment-là, en fait, la carte de la Lune, c'est celle qui va essayer de trouver des petits changements, des petites adaptations, des petits moyens de sécurité pour éviter le drame de devoir couper, de devoir terminer. Il n'y a rien de pire pour une Lune de dire c'est fini. Parce que la Lune, elle ne termine jamais. Elle croît et elle décroît. Elle est en changement, elle est en mutation, comme l'écrevisse qui change de peau, comme ces animaux qui sont entre chiens et loups, qui sont peut-être des loups-garous, donc des hommes avant qui ont changé. Donc la Lune, c'est le changement en permanence. Il y a un truc qui va pas. Non, non, faut pas couper, faut pas arrêter. On va recoller, on va essayer de trouver une solution. Évidemment, au bout d'un moment, ça n'est plus viable. Le Soleil. Alors, la carte du Soleil. Que peut nous dire la carte du Soleil? Eh bien, elle peut nous dire Alors, évidemment, c'est une carte qui nous parle beaucoup de relations et de couple, mais elle a également une vraie fonction en tant qu'individu nous-mêmes, c'est-à-dire nous, pour ce que nous sommes. On peut la vivre par nous-mêmes. Et la carte du Soleil, elle a cela qui va être un peu un défaut, c'est que elle va avoir toujours tendance à projeter ce qu'elle est sur les autres. C'est-à-dire, oh bah moi, puisque j'adore ça, forcément, tu vas adorer. Moi, puisque j'adore aller à la plage et à la mer, bah toi, tu vas adorer. Donc tiens, viens avec moi. Et en fait, on n'a pas l'idée de, à un moment donné, c'est pas parce que moi, ça me plaît et que c'est bon pour moi que ça va plaire à l'autre. Et ça, c'est très problématique pour une carte, pour quelqu'un qui vit le Soleil, d'accepter que l'autre ne fonctionne pas sur le même schéma que nous. Et là, c'est un vrai deal pour arriver à lui faire créer une division, une séparation entre l'autre et nous. Et ça, c'est par exemple quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup chez les personnes qui ont eu un jumeau, mais plus particulièrement quand c'est un garçon et une fille. Un garçon et une fille en jumeau, souvent, pas tout le temps, mais souvent, rentrent dans cette énergie Soleil. Il y en a au moins un des deux qui est dans l'énergie Soleil, et c'est un petit peu difficile, effectivement, de composer avec ça au quotidien. Le jugement. Alors... Le jugement dans ses défauts, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est quelqu'un qui veut, au contraire du Soleil qu'on a vu avant, qui veut tellement montrer son unicité et sa différence qu'en fait il va tout faire pour ne rentrer dans aucun moule. Alors c'est vrai, à force d'essayer de rentrer dans un moule, on ressemble à une tarte, mais enfin là on a quand même l'idée d'être en permanence à l'extérieur, d'être en permanence marginal, de se mettre vraiment au banc de la société. Et vous le voyez par exemple, tous ces gens qui ont... je vis à Paris, hein, donc pas la peine de venir me faire la leçon sur il y a des vrais pauvres qui existent, c'est vrai. Par contre, il y a des gens qui refusent de rentrer dans le cadre de la société, qui du coup refusent de travailler, refusent d'aller présenter les papiers pour avoir un appartement, parce que non, il est hors de question, je ne veux pas de ce mode de vie, je veux un mode de vie marginal, et souvent on les retrouve habillés en treillis avec un animal avec eux qui n'a pas grand chose à bouffer, et voilà, et qui se baladent dans les rues en déambulant et qui vous demandent: excuse-moi, t'aurais une petite pièce? Alors que si on compte juste le nombre de tatouages et le nombre de piercings qu'ils ont, ils sont capables de payer 3 fois mon loyer. Bon, ça c'était pour la petite marque. Mais on va retrouver ça en réalité sous l'énergie du jugement. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, ça pousse les autres qui ne sont pas dans ce cadre-là à juger. Et quand on rentre dans le mode de vie de ces personnes-là, on comprend pourquoi elles ont ce mode de vie-là, mais elles ne comprennent pas pourquoi les autres ont ce mode de vie-là, parce qu'ils se disent: enfin, ça te plaît d'être un robot de la société? Non, ça me plaît pas. Mais enfin, toi, ça te plaît de vivre dans la rue, de demander de l'argent? Non, ça me plaît pas non plus. Et au final, on a l'air de deux couillons avec aucune solution. Et on passe notre temps à se juger, à se toiser, à se pointer du doigt. Et puis parce qu'on n'est pas capable de rentrer dans l'univers de l'autre, parce qu'à un moment donné, on est trop différent. Le monde, lui, au contraire, va faire de la différence une force. C'est-à-dire que lui, il va prendre toutes les forces de chacun et il va en créer une équipe. Ça, c'est son bon côté. Mais dans son côté négatif, parce qu'il peut avoir également un défaut, il va vouloir absolument que tout le monde soit utile et que tout le monde serve à quelque chose. Pour lui, quelqu'un qui ne sert à rien, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il n'est pas très loin de Tempérance dans le diagramme. En fait, le monde se trouve juste au-dessus. Sauf que lui, la personne qui vit le monde, elle est persuadée qu'elle sert à quelque chose, donc elle n'a pas de doute là-dessus. Mais elle ne supporte pas que quelqu'un ne soit pas un acteur plein et réalisé d'une entreprise, d'une société, d'une civilisation. Il faut qu'il ait un rôle. Tu dois servir à quelque chose. Tu ne sais pas ce que tu vas faire dans la vie, mais c'est terrible, tu te rends compte. Tu es en 2e année de maternelle et tu ne sais pas quel métier tu vas faire. Donc c'est très exagéré, mais la réalité c'est ça, c'est qu'il n'accepte pas, elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas tolérer que quelqu'un ne comprenne pas la fonction
que il ou elle va devoir endosser. Ça la rend complètement dingue. Et donc elle va vouloir absolument trouver un rôle à tout le monde parce qu'elle ne veut pas que les gens soient juste là comme des paumés à ne rien faire. Et enfin, on termine par le mât, qui lui est tout le contraire, et qui d'ailleurs va se retrouver un peu dans justement le personnage du jugement. Le personnage du jugement, lui, il va se mettre en marge de la société, mais tout en restant dans la société. C'est-à-dire, il ne va pas se mettre à l'écart, pas comme l'ermite. L'ermite, lui, il va se mettre en marge de la société, mais parce qu'il n'a vraiment pas envie de se mêler aux autres. Pas parce qu'il n'a pas envie de fonctionner comme eux, mais parce qu'il n'a pas envie de devenir comme eux. Par contre, le mât, c'est autre chose. Lui, il peut vivre en société, ou pas. Mais alors, il s'en fout, mais royal. Il ne voit personne, il ne s'inquiète de personne. Il passe devant les gens, il ne les voit même pas. Il leur claque la porte au nez, il n'a pas fait attention, c'est pas de sa faute. Il aura marché sur le pied, mais même pas, vous croyez qu'il l'aurait remarqué? Rien du tout, il ne voit rien. C'est quelqu'un qui, en réalité, dans son plus gros défaut, n'existe absolument pas sur la planète Terre. Il est complètement déconnecté de la réalité, il ne voit rien. Vous lui parlez, il écoute autre chose. 3 secondes après, il va vous poser une question qui est exactement en rapport avec ce que vous avez demandé, et parce qu'il n'a pas fait gaffe que vous lui aviez répondu juste avant en fait. Et moi des gens comme ça j'en ai rencontré, j'ai vécu avec quelqu'un comme ça. Vous lui parlez, il vous écoute. 3 secondes après il vous pose la question, mais au fait telle chose là, et vous lui avez répondu 2 secondes avant. Et vous reparlez avec lui 3 jours après, il va vous dire mais non tu ne me l'as jamais dit. Alors ça, bon, très clairement pour moi, c'est insupportable. C'est absolument insupportable. Capter l'attention de ces gens-là, c'est un sport national. Et quand c'est ça, quand vous rencontrez ce genre de personnes, bon courage, accrochez-vous à vos lacets. Voilà, c'était... Et donc, oui, évidemment, parce que j'explique pourquoi. Parce que voilà, il est déconnecté de la matière, hein, évidemment, il part vers le ciel. Donc voilà pour les défauts des personnages des arcanes majeures. J'espère que ça vous a parlé. Si j'ai un petit peu de temps, je prendrai le temps prochainement. Alors, pour l'instant, j'ai vraiment été très occupé. Mais je prendrai le temps de le faire également avec les honneurs. Voilà, je tâcherai de vous faire un petit brief avec les rois, reines, cavaliers et valets. Et on verra ça. Et puis, petit point en passant. J'en profite avant de terminer. Je propose 2 journées d'initiation au tarot pour les personnes qui ont envie de se former très rapidement. Il y a un stage un samedi, alors je n'ai plus les dates sous le coude, je vous les mets là en post-it sur la vidéo et également dans la description. Il y a une journée en fait ce sont 2 demi-journées, hein, c'est 4 jours, c'est 4 heures, 4 heures, un samedi et un dimanche sur Paris, 2 ateliers, le premier sur l'intuition, le deuxième sur le symbole, c'est-à-dire comment utiliser le tarot de manière intuitive et comment utiliser le tarot de manière concrète, c'est-à-dire graphique, visuelle. Voilà pour les personnes qui ont envie de s'initier ou à l'intuition ou au symbolisme, ou les deux si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous mets les dates. Normalement, c'est fin mai, mais je ne sais plus, je crois que ça doit être 28, 29, quelque chose comme ça. De tête, je n'ai plus les dates. Donc vous pouvez participer à l'intuition ou au symbolisme, ou les deux, évidemment, il n'y a pas de souci. Et puis, puisqu'on m'a posé la question, pour les personnes qui souhaiteraient participer à la formation intégrale de tarologie humaniste qui redémarre en septembre. Je mets les dates là dans les prochains jours, c'est promis, et je vais vous faire une vidéo là-dessus. Les personnes qui auront participé évidemment à ces 2 journées-là ou au stage numéro 1, 2 et 3, évidemment, que ce soit en ligne ou à distance, il y aura une petite réduction évidemment financière au regard de ce que vous avez déjà fait, évidemment. Ça sera décompté de la formation totale, donc pas d'inquiétude. Voilà, je vous embrasse bien tendrement, je vous souhaite plein de bonnes choses, puisque là on arrive au week-end, donc profitez bien de ce week-end, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.